Bonjour et bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Vivre plus longtemps, oui, mais à condition de vivre en pleine santé. Tel est le credo des adeptes de la médecine anti-âge, une médecine préventive ayant pour but de réduire le risque de vieillissement prématuré de l'organisme. Pour m'accompagner aujourd'hui sur ce plateau, j'ai la chance de recevoir le professeur Méningo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien et esthétique au CHU Hôpital Mont-d'Or. Bienvenue. Exactement, merci. Bienvenue. Et l'un de vos patients, Monsieur Marc Stravopodis, je l'ai bien dit. Parfaitement bien, voilà, vous allez bravo. nous faire partager, témoigner de votre parcours dans cette médecine anti-âge. Avant d'échanger justement avec vous, nous allons tout de suite écouter le témoignage d'une patiente qui est au commencement de sa démarche anti-âge. Et donc, elle va nous raconter quelle est son histoire, ses motivations. C'est ce que nous allons découvrir dans un reportage qui a été réalisé par Patrick Loez et Léa Zilwager. J'ai 72 ans. J'ai une philosophie de vie et je pourrais la résumer en une seule phrase. L'important, c'est de vivre bien. C'est-à-dire avec une tête saine et un corps sain. La médecine anti-âge, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Jeune, j'étais toujours avec des gants de crin, quand on a connu les gants de crin, à essayer de frotter le maximum parce qu'on pensait que ça pouvait régénérer la peau. J'ai toujours fait des recherches à savoir ce qui pouvait être bon pour moi. J'ai été un petit peu trop loin. J'en prenais des dizaines de médicaments, de compléments alimentaires pour essayer de dire ça va être bon, voilà. J'ai déjà fait une chirurgie esthétique et ce que je veux maintenant, c'est d'avoir des comblements avec l'acide hyaluronique, des mésolives pour repulper. J'envisage le repulpage. Et ce qui gêne, parce qu'on peut faire quelque chose sur le visage, c'est le cou. Donc j'ai fait beaucoup de laser. J'ai réalisé un bilan biologique et j'ai d'autres bilans biologiques d'ailleurs suite à ces premiers résultats pour envisager dans l'avenir peut-être une autre conception de ce que je vais faire dans l'avenir. C'est-à-dire ça sera la base et qui me permettra peut-être avec cette base de dire c'est vrai, j'ai un défaut là, il faut que je corrige, mais cette correction, elle aurait pu l'être si j'avais eu cette bonne alimentation, par exemple. Donc c'est vraiment une base pour redémarrer un programme à venir. Je pense que ce n'est pas à cause de l'âge qu'il faut ne pas se permettre à faire de nouveaux sports. Et le fly hamac que j'aimerais bien aborder, c'est d'être dans un hamac et puis de faire des mouvements. Je pense que mon corps, il pourra encore le faire. Il faut savoir à chaque fois rebondir sur des sports et pouvoir se permettre à faire ces sports. Un corps sain, c'est savoir se mouvoir, avoir un bon squelette et des bons muscles, qui peut permettre de faire les muscles qui attachent au squelette et pouvoir marcher, se mouvoir. La tête saine d'abord, parce que je peux encore être sur une chaise roulante, mais ma tête en particulier. Mais le corps sain, c'est un bon squelette avec une bonne musculation. De retour sur le plateau d'À tout santé, nous parlons de médecine anti-âge avec le professeur Méningo et M. Stravopodis. Rebonjour. Alors, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous donner une définition de ce que est la médecine anti-âge? On a parlé de médecine de prévention. La médecine anti-âge, c'est une médecine qui permet de détecter les signaux faibles des maladies, donc d'être en amont de la maladie justement pour pouvoir la prévenir. Ce qu'on appelle aussi la médecine 4P, donc prédictive, donc savoir quelles sont les maladies qui peuvent advenir, préventive, donc justement pouvoir les freiner, les prévenir, participative, donc la personne doit prendre en charge sa santé, et personnalisée parce que le traitement d'une personne sera complètement différent de celui d'une autre. Alors justement, on parle pour le grand public, quelle est la différence entre ce qu'on appelle la médecine esthétique ? Alors, la médecine esthétique, c'est une médecine de l'apparence qui, a priori, n'est pas anti-âge, mais en réalité, elle peut l'être par certains mécanismes d'hydratation,
de production de collagène. Donc en fait, il y a des liens entre les deux, et puis même psychologiquement. La médecine esthétique peut améliorer l'image de soi et donc indirectement des paramètres d'anxiété via le cortisol, par exemple. D'accord, donc si je résume, la médecine anti-âge est beaucoup plus globale et englobe la médecine esthétique un petit peu, c'est beaucoup plus large. La médecine Disons qu'il y a un anti-âge. continuum entre les deux et des interactions entre les deux. Ouais. D'accord. Alors, on va parler avec votre patient tout à l'heure, mais précisément, comment se passe une consultation en médecine anti-âge? C'est-à-dire, je viens vous voir. Comment ça se passe? Quels sont les premiers pas? Il y a un examen, un interrogatoire, on va dire, policier, très approfondi notamment sur l'alimentation. Mais vraiment, on rentre vraiment dans le détail. Ensuite, sur les activités, notamment sportives, physique, pareil, oui, en rentrant dans le détail. Donc, c'est pas uniquement faites-vous du sport, ça va beaucoup plus loin. Et puis aussi sur les activités sociales, sur le sommeil, sur la sexualité, sur le plus grand nombre de paramètres possibles. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Alors, justement, vous me tendez la perche. Donc, vous êtes là pour nous présenter un peu votre histoire, votre parcours. Déjà, comment vous est venu le déclic de consulter un médecin qui s'occupe de médecine anti-âge? Eh bien, écoutez, peut-être pas de déclic justement, mais un cheminement progressif. J'ai d'abord été intrigué par cette notion de médecine anti-âge. Mais comment est-ce qu'on peut finalement arrêter l'âge? En fait, pour moi, finalement, après avoir rencontré le professeur, lu son livre, écouté beaucoup d'émissions de télévision comme la vôtre, je me suis rendu compte que pour moi, finalement, la médecine anti-âge, c'est une médecine d'accompagnement de l'âge. C'est quelque chose c'est une philosophie de vie, comme l'a dit Viviane tout à l'heure dans le reportage. C'est quelque chose qui va m'aider à bien vieillir, parce que je pense que, hélas, on n'a pas d'autre choix que de vieillir. Ça va m'aider à bien vieillir. J'adore le concept de médecine prédictive et préventive, et ça parle, en fait, pour moi, c'est très très clair. Essayons de ne pas attendre d'être malade pour se faire soigner, et encore une fois, adoptons une philosophie de vie. Alors, comment se traduit cette démarche au quotidien? C'est-à-dire, c'est des compléments alimentaires, une certaine hygiène de vie, j'imagine. Pouvez-vous nous décrire un petit peu l'impact sur votre vie quotidienne? En fait, un pacte à la fois fort, mais qui ne se ressent pas. Parce qu'en fait, c'est d'abord effectivement une hygiène de vie. C'est bien manger, c'est bien dormir, c'est faire un peu de sport. Mais c'est se mettre finalement aucune contrainte. Être simplement conscient de ce que l'on vit et de comment on le vit, du bienfait des aliments, par exemple. Et quand il y a des choses qui sont peut-être un peu moins bien dans l'organisme, si on s'aperçoit, par exemple, que j'ai certaines vitamines, puisque quand on fait de la médecine anti-âge, le professeur nous prescrit des examens extrêmement pointus. C'est des pages et des pages, je crois que vous allez interviewer le docteur Beuzeux tout à l'heure, c'est des pages et des pages d'analyse. C'est-à-dire qu'on est capable de voir quel est mon profil de vitamines, toutes mes hormones, est-ce que je suis intoxiqué par des métaux lourds, est-ce que j'ai du chrome, du cadmium, du nickel et du mercure dans mon sang. Est-ce que aussi j'ai des risques cardiovasculaires? Tout simplement, je ne le savais pas. Et donc à partir du moment où on prend conscience de cela, effectivement, on va adapter son rythme de vie, mais encore une fois de manière, j'allais dire, peu ou pas contraignante du tout, quasiment pas. Et si c'est pas trop indiscret, donc peut-on savoir depuis combien de temps vous avez commencé et est-ce que vous en ressentez les effets? Alors en fait, j'ai commencé à avoir cette démarche, cette réflexion sur la médecine anti-âge il y a déjà quelques années, et j'ai accéléré le processus il y a peu de temps, en fait, il y a quelques mois. Et je pense qu'il y a le côté psychologique aussi qui est important, se sentir bien, s'engager dans une démarche dont on se dit qu'elle ne peut être que bénéfique, que saine. Je pense que le ressenti, il est déjà là. Donc quelque part, c'est forcément évidemment mieux manger, faire un peu de sport, faire aussi de la méditation. Le professeur, il vous prescrit de la méditation, c'est quand même assez incroyable. mais quand on fait tout ça, on se sent mieux. Et donc finalement, au quotidien, c'est un meilleur être peut-être. D'ailleurs, je peux en témoigner, on vous sent en forme. On parlait d'âge et de début de traitement. Justement, y a-t-il un âge pour commencer à s'occuper de ce problème? Moi, je pense que dès la fin de la croissance, il faut déjà commencer à y penser. En tout cas, pas commettre les grosses erreurs. Les consommations excessives d'alcool, le tabac, l'exposition au soleil démesurée, tout ça, ça doit être pris en compte dès le départ, le plus tôt possible. Après, il n'y a pas d'âge limite.
Hein, quel que soit l'âge, on peut toujours faire quelque chose pour améliorer sa santé. D'accord. Et est-ce que les enfants, vous parlez d'adolescence, de puberté, après la puberté, est-ce qu'il y a des signes après la puberté, justement, de vieillissement accéléré? Est-ce qu'on peut, pour notre public, donner quelques signes pour leur dire, écoutez, faites attention, parce que ça, c'est un vieillissement accéléré, et il faut peut-être consulter? Par exemple, quelqu'un qui commence à avoir des rides vraiment précocement, des poches sous les yeux rapidement, qui sont tout le temps fatigués, qui sur le plan sportif se sent déjà limité sans être pour autant dans la maladie, je pense que déjà il faut commencer à se poser des questions. Et on a l'impression en vous écoutant que c'est très large, c'est-à-dire que vous intervenez à la fois sur le médical, sur le psychologique, sur le sociétal aussi, peut-être sur le travail. Est-ce que vous arrivez Parce que à tout est en relation, donc oui. forcément tout est intriqué. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même aborder tous ces aspects. Ouais, tout à fait. Est-ce que justement dans votre vie professionnelle, vous avez dû changer sur des vies professionnelles, soit adapter un petit peu les choses? Notamment, j'allais dire dans la vie professionnelle, peut-être les postures déjà, prendre le temps de se lever davantage, de ne pas rester assis trop longtemps. Oui. Également dans l'alimentation, je travaille dans une société de conseil aux entreprises, donc les repas, il faut faire, je pense, très attention. Donc on peut faire attention à ce que l'on mange, à ce que l'on boit au quotidien, même quand on va souvent au restaurant. Voilà l'incidence de ces conseils, de cette hygiène de vie sur ma vie au quotidien et notamment ma vie professionnelle. Et on parlera dans une deuxième partie justement des facteurs environnementaux. Est-ce que vous, dans votre démarche, vous avez dû prendre en charge ça? On va prendre un cas concret. Si vous habitez dans un endroit pollué, par exemple, vous avez peut-être déménagé. Est-ce que vous avez concrètement modifié votre style de vie par rapport aux facteurs environnementaux? En fait, je suis très conscient. On parlait tout à l'heure de la pollution que l'on absorbe en fait en mangeant des poissons. Je pense que encore une fois, c'est un bon exemple. Je mange des petits poissons, des sardines et des maquereaux, puisque le professeur ne me contredira pas. Et ça va me donner plein de. Ils sont au début de la chaîne alimentaire, donc ils sont moins pollués. Ils sont au début de la chaîne alimentaire. En revanche, les gros poissons qui mangent les petits et qui mangent toute la pollution de la mer sont bourrés de métaux lourds. Encore une fois, donc ça c'est déjà une incidence directe. Donc je fais attention à l'alimentation parce que j'évite d'ingurgiter des choses qui ne sont pas bonnes. Et ensuite, au quotidien, effectivement, éviter de faire du sport quand c'est pollué, notamment. Faire attention à la qualité de l'air dans l'appartement aussi, donc aérer davantage. Oui. Des petites choses comme ça, effectivement, que je ne faisais que je faisais moins probablement il y a quelques années. D'accord. Avant de parler du côté plus biologique, un mot sur l'activité sportive. Est-ce que trop d'activité, pas assez? Comment vous gérez ça? Déjà, l'activité sportive, ça ne peut pas être juste un mot, l'activité sportive. Ça se décompose en beaucoup de choses. Parce que le sport, c'est du cardio-training, mais pas uniquement. Ne faire que du cardio-training, c'est délétère. On augmente son risque d'arythmie quand on en fait trop. C'est aussi de la musculation, c'est de la coordination, c'est de la vitesse, c'est du fractionné, c'est des réflexes. Donc, vraiment, une activité sportive complète doit prendre en compte tous ces facteurs. Et donc, il faut associer différents sports. Quelqu'un qui ne ferait que de la musculation ou que du cardio-training ou qu'un seul sport, je ne sais pas, du tennis par exemple, ça ne me paraît pas suffisant. Il faut associer des sports différents. D'accord. Donc justement, on parlait de bilan biologique assez exhaustif. Nous allons voir dans une deuxième partie le docteur Bézot, qui est vraiment médecin biologiste spécialisé dans ce domaine-là. Je vous remercie de votre venue. Merci à vous. Merci à vous. Et puis nous accueillerons après le deuxième reportage le docteur Claude Dalle et le docteur Joël Spirou qui viendront débattre justement de ces bilans biologiques et de ce que peut apporter cette biologie et ce traitement médicamenteux à la médecine entière. C'est un reportage proposé par Léa Zillweger et Patrick Loaz qui sont allés à la rencontre du docteur Bézot. Bonjour chère madame, voilà, je suis ravi de vous recevoir au sein du laboratoire. La médecine anti-âge, c'est une médecine autrement, c'est une médecine personnalisée, prédictive, préventive et surtout participative dans la mesure où le patient devient acteur de sa santé sur son chemin de vie. À la naissance, on hérite tous d'un capital santé-bien-être que l'on doit gérer au fil du temps soi-même. Nous allons faire connaissance. Vous allez me présenter votre prescription médicale, s'il vous plaît. Ce n'est pas le nombre de pages qui fait le livre,
c'est le contenu. Ce que l'on cherche tous, c'est à bien vieillir. Et bien vieilillir, c'est rester jeune, c'est un état d'esprit. Et pour cela, on doit se faire aider. La médecine anti-âge, en fait, s'adresse à toute personne qui veut être dynamique, revitalisée. C'est aussi bien à 30 ans, aussi bien à 40 ans, 50 ans, à chaque âge, à son plaisir. L'important dans la vie, c'est continuer de pouvoir se lever le matin pour une idée, bonne ou mauvaise, en essayant qu'elle soit bonne, et se mouvoir. En fait, la médecine anti-âge, c'est un travail d'équipe entre le médecin et le patient et le biologiste. Puisqu'il y a précession de la biologie sur la clinique, je dirais que le médecin sera la lumière, nous, le biologiste, nous sommes l'ombre, mais sans ombre, point de lumière. Et c'est vraiment du partage, des échanges de connaissances. C'est une équipe. Pour rester belle ou beau à l'extérieur, il faut être belle et beau à l'intérieur. D'où, moi, mes analyses, c'est la clé de la compréhension de la notion de terrain. Le bon paysan, qu'est-ce qu'il fait? Il débroussaille, il enrichit sa terre avant de couper quoi que ce soit. Et bien la médecine, c'est un métier de paysan dans le sens noble du terme. Quand la branche est pourrie, on la coupe, mais avant, on s'occupe de son terrain. D'où l'intérêt de mes bilans. La médecine anti-âge, en fait, c'est une médecine qui va nous permettre de gérer notre capital santé-bien-être, acquis à notre naissance, et que l'on doit gérer par nous-mêmes. Si vous décidez de vous dire que, somme toute, on peut avoir un infarctus, il y a des très bons hôpitaux, d'accord, mais peut-être qu'une médecine qui prévoit sera peut-être plus salutaire qu'une médecine qui traite et qui parfois a des impasses thérapeutiques. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons aujourd'hui de médecine anti-âge, toujours en présence du professeur Meningo. Bonjour. Bonjour. Et j'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités, le docteur Dalle, bonjour, médecin anti-âge. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Spirou, spécialiste de la médecine environnementale. Merci d'être avec nous. Donc je m'adresse à vous, docteur Spirou, en premier lieu. Quelles sont les causes du vieillissement prématuré? On a parlé de péchés capitaux, l'environnement. Pouvez-vous me donner un petit peu les... Alors la médecine environnementale, sur quoi travaille-t-elle? Sur les liens de l'environnement, l'impact de l'environnement sur la santé. Alors que ce soit l'environnement biologique, on sait ce que c'est, les bactéries, les virus, avec le Covid, on sait bien ce que c'est que l'environnement biologique, mais l'environnement chimique, tous les produits chimiques dont on parle, et de façon plus pertinente sur les perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup en ce moment, mais aussi l'environnement physique, par exemple le réchauffement climatique, les rayonnements ultraviolets, les rayonnements X, etc. Et puis aussi l'environnement socio-anthropologique, dans quelle société on vit, dans quelles conditions matérielles on vit, ça a un impact. Si vous habitez à 50 mètres d'un périphérique à Paris, vous aurez une santé qui sera bien moins bonne que si vous êtes sur le plateau des 1000 vaches, par exemple. Par rapport à quoi? Au bruit? Par rapport au bruit, par rapport à la pollution aérienne, par rapport au stress que ça incombe. Donc tous ces facteurs-là sont fondamentaux. Et puis aussi, il y a un environnement qui est intéressant, c'est l'environnement cognitif. C'est quelle est notre compréhension de notre environnement, de notre place dans l'environnement. Et alors ça peut être l'enseignement, ça peut être la culture dans laquelle on vit. On ne fait pas les mêmes pathologies chez les Bantous que dans le 16e arrondissement de Paris ou que sur le plateau des 1000 vaches. Pourquoi? Parce qu'on a un environnement cognitif qui est différent, et ça c'est important aussi. C'est très intéressant, on reviendra peut-être sur quelques points que vous avez cités. Je vais, avec vous, docteur Dalle, en parler d'un en particulier, c'est l'alimentation. Quel est l'impact de l'alimentation sur le vieillissement, et peut-on y faire quelque chose? L'impact de l'alimentation est certainement énorme, c'est un des piliers de la condition humaine. Ça s'est beaucoup dégradé, détérioré par les conditions environnementales depuis les 30 glorieuses à peu près, et on peut beaucoup y remédier, parce qu'on peut faire des bilans très pointus en alimentation, pour déterminer tout un tas de facteurs, et on peut les corriger. On peut montrer aux gens, objectiver s'ils mangent bien ou pas bien, et par simplement leur assiette, par des conseils alimentaires, redresser tout ça, et leur montrer qu'ils vont vers un chemin qui est bien meilleur, en faisant de la prévention. Alors justement, avec le professeur Meningo, on voyait que c'est très adapté aux patients, c'est spécifique, chaque patient a une prise en charge différente. Mais globalement, y a-t-il des aliments qui sont vraiment néfastes et qui sont propices au vieillissement? Oui, tout à fait. Par exemple, les aliments qui sont riches en sucre rapide,
sont connus maintenant, sont très connus pour provoquer beaucoup de phénomènes de glycation et attaquer beaucoup d'éléments dans notre corps. Certains aliments comme le bacon, par exemple, a été classé carcinogène numéro 1 par l'OMS. La viande rouge a été classée carcinogène classe 2. Donc tous ces aliments sont à éviter ou à consommer en quantité vraiment faible. Par contre, on sait que des aliments, des fruits, des légumes en quantité raisonnable sont des aliments alcalins qui vont être très bénéfiques à la santé. Mais il faut à la fois des aliments alcalins, comme les fruits et les légumes, et à la fois des aliments acides, comme le fromage, la viande, le poisson, etc. Le problème, c'est les proportions, et chacun a sa propre assiette, en fait. Par rapport à son génétique, par rapport à son âge, il doit manger très différemment. On ne mange pas pareil à 20 ans, à 40 et à 70. Bien sûr. Alors, un sujet qui revient, je vous le pose à tous les trois, peut-être pas, on commencerait, vous compléterez, c'est le sommeil. On a beaucoup parlé de l'impact du sommeil sur le vieillissement. Pouvez-vous nous en dire deux mots ? Il est vraiment énorme à beaucoup de niveaux. Donc déjà au niveau environnemental, le docteur Spirou pourra en dire un mot. Et puis aussi au niveau de la prévention d'un certain nombre de pathologies, notamment de démence. Je pense que le docteur Dalle pourra rajouter un mot. Alors justement, docteur Spirou, avez-vous vu une concordance entre les gens qui manquent de sommeil et un vieillissement ? Oui, ça c'est. Mais je voudrais, si vous permettez, revenir un petit peu sur l'alimentation pour compléter un peu. Ce qui est fondamental, c'est que notre alimentation a changé de façon drastique avec la révolution verte des années 60, c'est-à-dire qu'on s'est mis à faire de l'agriculture industrielle et de l'élevage industriel, et en faisant ça, on a diminué la qualité nutritionnelle des aliments et on a augmenté les résidus de produits chimiques, en particulier des pesticides. Et cette affaire-là a des effets colossaux sur notre santé et sur notre vieillissement, parce que ça provoque un stress oxydatif et qui va provoquer un vieillissement prématuré. Et deuxièmement, c'est que l'agroalimentaire a maintenant mis en place une fabrication, en particulier avec les aliments craqués et avec tous ces aliments dans lesquels il y a beaucoup d'additifs, si vous voulez, et qui sont tout à fait péjoratifs pour la santé. Le développement de l'alimentation industrielle a favorisé en grande partie l'augmentation des maladies. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que je suis un peu là pour ça. Comment expliquez-vous finalement, par rapport à cette révolution industrielle et alimentaire, le fait que finalement l'espérance de vie a tendance plutôt à augmenter depuis ? C'est une bonne question, mais c'est parce que vous ne regardez pas où il faut regarder. Où faut-il regarder ? C'est se poser la question, quand sont nées nos personnes âgées à l'heure actuelle, elles sont nées pendant l'entre-deux-guerres. Et pendant l'entre-deux-guerres, ces produits chimiques dont je parle, entre autres les perturbateurs endocriniens que l'on trouve dans l'alimentation, eh bien, ils n'existaient pas entre les deux guerres, puisque c'est arrivé qu'après la Révolution verte. Et en fait, ces produits-là, on les retrouve dans le sang des futures mamans, des femmes enceintes, et qui perfusent leurs enfants avec des produits chimiques toxiques pendant la gestation. Et ça a un impact. Et les enfants qui naissent à l'heure actuelle n'auront pas la longévité, malheureusement, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais j'appelle un chat, n'auront pas la longévité qu'ont nos anciens qui sont nés entre les deux guerres. C'est intéressant, j'en parlerai à mes enfants, ils seront heureux. Non, mais tout à fait, il y a d'autres paramètres, on pourrait en parler effectivement des générations actuelles sur l'activité physique, sur plein de choses. Mais bien sûr, ça se cumule. Tout à fait. Pour revenir sur effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le sommeil. Est-ce qu'on parle d'impact ? C'est vrai que la société actuelle, c'est la société du travail, c'est même la prime à celui qui dort le moins parce qu'on glorifie le travail. Quid de l'impact sur le vieillissement ? Le sommeil a un impact énorme sur le vieillissement parce qu'on dort déjà à peu près 2 heures de moins qu'il y a un siècle à cause des écrans, etc., et des lumières bleues des écrans. Et beaucoup de gens travaillent de nuit. Et on sait, par exemple, que chez les gens qui travaillent de nuit, il y a beaucoup plus de cancers, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Le temps de sommeil s'est comprimé, la qualité du sommeil a diminué, et ça a un impact évident sur l'obésité, par exemple, le surpoids, les maladies cardiovasculaires. Un des grands problèmes, c'est qu'on s'est rendu compte il y a quelques années que la détoxification du cerveau se produisait pendant le sommeil et que cette phase de détoxification, pour être efficace, devait être sans sucre rapide dans le cerveau. C'est-à-dire que si on dîne avec des sucres rapides et qu'on va très vite au lit, on va diminuer la détoxification du cerveau pendant toute cette période. Si on le fait de façon très épisodique, c'est pas très gênant, mais si on le fait pendant 20 ou 30 ans, on va ouvrir la porte à des pathologies, par exemple neurodégénératives ou cardiovasculaires. Donc le sommeil a un rôle quand même central, très complémentaire de l'alimentation et de l'exercice physique. Alors je vais poser une question qui n'est pas une question piège, on n'a peut-être pas la réponse. Est-ce que finalement le manque de sommeil a une relation directe avec le vieillissement ou finalement il y a des facteurs de manque de sommeil, obésité et autres ? Est-ce qu'il y a un lien direct ? La durée du sommeil,
il y a eu plein d'études qui viennent de sortir sur la durée du sommeil. Les gens qui dorment moins de 5 heures par nuit, il y a une mortalité et un risque de démence qui est beaucoup plus élevé. Et également chez les gens qui dorment plus de 10 heures par nuit. D'accord. Donc le ratio pour un être humain, c'est 6-8 heures. Ok. Pour savoir que le sommeil est important, par exemple, les hormones de croissance chez l'enfant sont proportionnelles au temps de sommeil. Donc on a intérêt à faire dormir les enfants. Alors qu'ils sont toujours actifs à l'heure actuelle, on a intérêt à les faire dormir parce que l'hormone de croissance se produit préférentiellement pendant le sommeil. Et puis, ce qui est fondamental aussi dans le sommeil, c'est le rythme. C'est-à-dire faire en sorte de, à peu près, toujours se coucher à la même heure, toujours se lever à la même heure, avoir un rythme régulier. Parce que quand on fait une fois un sommeil de 5 heures, couché à 3 heures du matin ou couché à 8 heures le soir, levé, etc., eh bien ça déstabilise notre horloge biologique et cette horloge biologique, elle est fondamentale pour le maintien en bonne santé et justement pour éviter le vieillissement prématuré. Et ça, on s'est aperçu de ça, par exemple, chez les pilotes de ligne, qui sont toujours en train de voyager avec un rythme qui n'en est pas un. Et on voit bien que des pathologies importantes, et un jour ou l'autre, ça deviendra une maladie professionnelle, vraisemblablement chez les pilotes de ligne et tous les gens qui voyagent comme ça, vraisemblablement. C'est très intéressant. Merci pour ces échanges. Pour conclure, professeur Menengo, on a parlé de différents paramètres. Quels conseils globalement donneriez-vous pour rester jeune? Est-ce que c'est, alors on vient de parler effectivement du sommeil, de l'alimentation, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires? Quels sont les conseils pratiques qu'on pourrait donner? Conseil, alors sur les compléments alimentaires, c'est d'abord de doser les choses avant de donner des compléments alimentaires. Ça, c'est un conseil spécifique. Sinon, c'est de comprendre que l'anti-âge, c'est forcément une démarche multifactorielle. On ne peut pas agir sur une seule chose, donc il faut vraiment prendre en compte beaucoup de facteurs. Et puis sinon, le conseil le plus important, si je devais en donner un seul, c'est vraiment d'être de bonne humeur. Je crois que c'est le meilleur médicament. On oublie souvent que le cerveau est la plus grande pharmacie. Bon, écoutez, merci. Je suis désolé sincèrement parce que cette émission aurait pu durer, je crois, 10 heures, tellement il y a de choses à dire. Mais c'est la fin d'A Tout Santé. Je vous remercie pour votre présence. Merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission et toutes les autres émissions sur le YouTube A Tout Santé. Puis posez vos questions ou vos commentaires sur les réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, soyez acteurs de votre santé.